Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 décolle de New York pour un vol de routine, un vol qui aurait dû prendre moins de 2 heures. 5 petites minutes plus tard, il flotte sur le fleuve Hudson. Voici l'histoire et l'analyse de l'une des urgences aériennes les plus incroyables et les mieux gérées de toute l'histoire de l'aviation. Le vol US Airways 1549. Essayons de nous mettre à la place des passagers un instant. Entendre ces mots de la bouche du commandant de bord, c'est l'annonce glaçante que les 150 passagers ont entendue. Un ordre qui, en une fraction de seconde, transforme un vol tout à fait normal en une véritable lutte pour la survie, juste au-dessus d'une des plus grandes villes du monde. 100 minutes et 8 secondes. C'est tout. C'est le temps total qui s'est écoulé entre le moment où les roues ont quitté le sol et celui où l'avion s'est complètement immobilisé sur les eaux glacées du fleuve. À peine plus de 5 minutes pour passer de la normalité la plus totale à un événement qui allait entrer dans la légende. Allez, pour bien comprendre ce qui s'est joué, il faut revenir au tout début. Le vol 1549 de US Airways, c'était un trajet plutôt court, de New York à Charlotte, en Caroline du Nord. Dans le cockpit, on a le commandant, Chesley Sullenberger, 57 ans, et son copilote, Jeffrey Skiles, 49 ans. Et à bord, 155 personnes en tout, qui s'attendaient simplement à un vol sans histoire par une froide journée de janvier. Et le truc, c'est que le début était d'une banalité absolue. Les pilotes suivent les procédures à la lettre, les annonces habituelles sont faites. Pour le copilote Skills, qui était aux commandes pour cette partie du vol, c'était un décollage comme il en avait fait des centaines. Rien, mais alors absolument rien, ne laissait penser que ce serait le vol le plus important de sa vie. Et c'est là que tout bascule. Moins de 2 minutes après le décollage, alors que l'avion est en pleine montée, l'impensable se produit. Une rencontre totalement fortuite qui va transformer un avion de 75 millions de dollars en un immense planeur silencieux. La vitesse à laquelle tout s'enchaîne est juste stupéfiante. À un instant T, l'équipage admire tranquillement le paysage. Quelques secondes plus tard à peine, un bruit assourdissant, une odeur de brûlé et, tout à coup, un silence terrifiant. Les 2 moteurs viennent de s'arrêter. Le commandant Sullenberger, lui, réagit au quart de tour et prend les commandes en disant très calmement « Mon avion ». Pendant ce temps, au sol, le contrôleur aérien Patrick Arten entend le message radio que personne, jamais, ne veut entendre. « Mayday, Mayday, Mayday ». Comme il le décrira plus tard, son état de concentration normale s'est transformé en une hyper-concentration totale. Le sort de 155 personnes repose maintenant en partie sur ses épaules. Face à une panne totale des 2 moteurs, le réflexe humain, ce serait quoi? La panique, non? Eh bien pas pour eux. Leur premier réflexe, c'est la procédure. Le copilote Skills, qui venait juste de finir sa formation sur la 320, attrape immédiatement le manuel et commence à dérouler la checklist pour une double panne moteur. Une procédure qu'aucun pilote n'imagine jamais avoir utilisée pour de vrai. Là, il faut bien s'imaginer la situation. Elle est critique. L'avion n'est plus qu'un planeur. Il perd de l'altitude à toute vitesse et il se trouve juste au-dessus de New York. Les options sont extrêmement limitées et pour tout dire, elles sont toutes dangereuses. Le temps est compté. Le contrôleur aérien, de son côté, propose désespérément des solutions. Retourner à LaGuardia? On ne peut pas, répond Sullenberger. Tenter d'atteindre l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey? Impossible. Sullenberger, lui, est aux commandes. Il sent son avion. Il sait qu'il n'a ni l'altitude ni la vitesse suffisante pour rejoindre une piste en toute sécurité. Et c'est là que Sullenberger annonce sa décision. Une décision qui a littéralement stupéfié le contrôleur aérien. Il faut savoir que pour un pro de l'aviation, poser un avion de ligne sur l'eau, c'est vu comme une condamnation à mort. Mais pour le commandant, à ce moment-là, c'était la seule et unique option. Un amérissage, ou ditching en anglais, c'est une manœuvre d'une difficulté extrême. D'ailleurs, les pilotes ne s'y entraînent même pas en simulateur. C'est simple, si une aile touche l'eau avant le reste, l'avion peut partir en tonneau et se désintégrer en quelques secondes. Tout, absolument tout, devait être parfait. Il faut bien réaliser la précision chirurgicale que ça demande. Sullenberger devait exécuter ces 3 actions parfaitement et en même temps. Les ailes parfaitement à plat pour ne surtout pas basculer, le nez juste assez relevé pour que ce soit l'arrière de l'avion qui touche en premier et absorbe le choc, et bien sûr arriver à la vitesse la plus basse possible pour minimiser l'impact, mais sans décrocher. C'était une exécution d'une précision folle. L'impact a été hyper violent, c'est sûr, mais pas catastrophique. Les passagers ont vu l'eau jaillir par les hublots et ils se sont préparés au pire. Et puis, un moment complètement surréaliste. L'avion s'est stabilisé et il a commencé à flotter, tout simplement, en se balançant doucement sur les vagues du fleuve. Ils étaient en sécurité, du moins pour l'instant. Pendant que le monde entier célèbre un héros, le Bureau national de la sécurité des transports, le fameux NTSB, commence son travail. Et leur mission, ce n'est pas de célébrer, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut poser des questions qui fâchent, même à un héros.
La question qui est au cœur de l'enquête est assez simple. Au fond, est-ce que l'amérissage dans l'Hudson était vraiment la seule et unique option, ou est-ce que le commandant Sullenberger aurait pu, et même dû, essayer de ramener l'avion sur la terre ferme, à un aéroport? Au début, les premières simulations sont troublantes. Elles montrent qu'un retour à LaGuardia était possible. Sauf que ces simulations oublient un détail absolument crucial, le facteur humain, le temps qu'il faut pour réaliser l'impensable, pour évaluer la situation, pour prendre une décision. Quand les enquêteurs ont ajouté un délai réaliste de 35 secondes pour simuler cette prise de conscience, eh bien le résultat a été sans appel. 100% des pilotes de simulateurs se sont écrasés. La décision de Sullenberger était la bonne. Le NTSB a donc rendu son verdict officiel. La décision du commandant Sullenberger n'était pas seulement un acte de courage, elle était techniquement correcte. Toutes les données ont prouvé que, dans les circonstances réelles de ce jour-là, l'Hudson était bel et bien la seule piste d'atterrissage viable. Mais attention, la décision du pilote, ce n'est qu'une pièce du puzzle. En réalité, c'est toute une chaîne d'événements presque improbables qui a dû s'aligner à la perfection. Alors, démontons ensemble la mécanique de ce miracle. Il y a plusieurs facteurs techniques qui ont été absolument cruciaux. Le premier, c'est un vrai coup de génie de Sullenberger. Il a démarré l'APU, c'est le groupe électrogène de secours. Ce n'était pas la priorité dans la procédure, mais ça a permis de garder le cerveau de l'avion en vie. Et grâce à ça, les ordinateurs de l'A320 ont pu activer leur plus grande protection. L'avion ne pouvait physiquement pas décrocher, même en volant très lentement. Autre point essentiel, les moteurs n'ont pas explosé. Ils se sont juste arrêtés. Pas de débris, pas de perforation du fuselage ou des ailes. Et enfin, les oiseaux eux-mêmes. C'étaient des bernaches du Canada qui pesaient jusqu'à 4,5 kg, bien plus lourds que ce que les moteurs sont censés pouvoir encaisser. C'est vraiment l'alliance parfaite entre l'intuition humaine et une technologie de pointe qui a permis de garder le contrôle jusqu'au bout. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, le miracle repose sur cette combinaison parfaite. L'expérience incroyable de l'équipage face à l'inconnu, la décision critique et non procédurale d'activer l'APU, la technologie de l'A320 qui a servi de filet de sécurité, une technique d'amérissage digne d'un manuel d'école, et puis, bien sûr, il faut le dire, une part de chance, un fleuve calme et des secours juste à côté. Si on retire un seul de ces ingrédients, l'histoire aurait probablement été très très différente. La question qui reste, c'est qu'est-ce que cet événement nous a appris? Le risque de collision avec des oiseaux, lui, il augmente. Des technologies, comme des radars spéciaux pour les oiseaux, sont développées pour mieux protéger les aéroports. En fait, le vol 1549 n'était pas seulement un miracle, c'était aussi un avertissement. Et c'est un puissant rappel que, même dans notre monde de plus en plus automatisé, le facteur humain reste et restera toujours le filet de sécurité ultime.